c'est politique une séparation. C'est complètement politique. C'est-à-dire que se séparer au sein d'un couple hétérosexuel, ça a une dimension politique parce que, comme tu le dis, toutes les inégalités qui se sont mises en place insidieusement au sein du couple, qui sont pas forcément le fait des hommes, le fait des femmes. C'est des rôles dans lesquels on est mis, dans lesquels la société nous met, qu'on embrasse sans s'en rendre compte, sans les remettre en cause, qui viennent nous heurter de plein fouet au moment où on décide de se séparer, où on est quitté, enfin quelles que soient les modalités, quoi. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. En France, une famille sur 4 est monoparentale et 82% d'entre elles sont gérées par les mères. Pourquoi ce phénomène alors qu'on croit la garde alternée largement appliquée ? Marguerite Desgy et Francesca Fattori font partie de ces mères solo qui ont découvert la charge mentale décuplée, le casse-tête de l'administratif et de la garde des enfants, la pression financière, la tristesse, la colère, la jalousie parfois. Dans une BD enquête à la fois hilarante et très documentée, La révolte des mères qui est parue aux éditions de l'Iconoclaste, elle décortique les affres de la séparation, ses racines et ses pièges, et propose à toutes celles qui entrent dans cette 4e dimension des conseils et des anecdotes tirés de leur expérience. Du deuil du couple à celui de la famille fantasmée, ce roman graphique est un indispensable pour gérer les galères de maman célibataire et réussir à se projeter dans une nouvelle vie en mieux même. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marguerite, bonjour Francesca. Bonjour. Merci d'être venue à notre micro aujourd'hui. Je vous cite volontiers, vous racontez une histoire d'une affligeante banalité. Ce sont les mots de vos héroïnes ou de l'une de vos héroïnes. L'histoire de 2 mamans qui se font larguer du jour au lendemain par leur mari ou compagnon et qui se retrouvent comme des vieilles crottes, ce sont encore vos mots qui m'ont beaucoup fait rire, à pleurer en cachette de leurs enfants et à lutter pour rester à flot. C'est banal et pourtant c'est un tsunami. Pourquoi et comment vous avez eu cette envie de la raconter en images ? Toutes les deux, on s'est retrouvées dans cette situation à peu de temps d'intervalle. Et en fait, c'est justement ce cataclysme intime, ce tsunami, qui nous a beaucoup rapprochés. Moi, donc, Francesca, j'étais la première à passer par cette expérience cataclysmique. Et en fait, quand ça m'est tombé dessus, je me suis retrouvée comme ça toute seule. J'avais l'impression que ça n'arrivait qu'à moi. J'étais désespérée. Très vite, je me suis retrouvée à partager les expériences de plein d'autres femmes à qui c'était arrivé, qui m'ont prodigué plein de conseils. Et peu de temps après, je me suis retrouvée dans le même rôle, donc de celle qui donne ses conseils de cette expérience pas très drôle à Marguerite. Et voilà, et toutes les deux, à un moment donné, on s'est retrouvées à avoir ce rôle pour d'autres femmes, des copines d'amis, des sœurs, de cousines, de voisines, etc. Et donc voilà, ce livre a été un peu à la fois quelque chose de très thérapeutique pour nous, parce qu'on s'est dit, on va pouvoir aider de cette manière. Et on a voulu l'incarner parce que c'était vraiment, le point de départ, c'était nos expériences. En BD, ça aurait permis aux lectrices de se retrouver un peu plus dans les personnages, dans les expériences. C'est aussi en fait le livre qu'on aurait nous aimé avoir au moment de notre séparation, parce que c'est vrai qu'on est amené à prendre des décisions très décisives pour soi, pour ses enfants, de manière assez rapide, que ce soit la question du logement, de la garde, à un moment en fait où on est le moins à même de les prendre, ces décisions, parce qu'on est émotionnellement rincé, parce qu'on est en train de traverser une rupture. Si elle a été subie, c'est un traumatisme supplémentaire, mais quand on quitte aussi, c'est pas pour autant simple. Et du coup, on s'est dit que ce roman graphique pouvait être aussi une porte d'entrée à toute cette terra incognita de la séparation. Mais c'est vrai qu'on voulait aussi y amener de la légèreté, de l'humour, parce que la situation en tant que telle est déjà suffisamment compliquée comme ça. Et le rire, dans ces cas-là, est une arme puissante. Ça, c'est sûr, et c'est très bien réussi. Il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup de bienveillance dans cette BD. Les 2 amies de circonstance, parce que si j'ai bien compris, c'est un peu des mamans de l'école qui tout d'un coup se disent « Ah, toi aussi, donc ok, ça y est, vas-y, on se quitte plus ». Elles se soutiennent, elles se consolent, elles s'entraident. Est-ce que finalement, être mère solo, c'est vraiment aussi découvrir ou redécouvrir l'extrême puissance de l'amitié entre femmes, ou sororité si on veut utiliser ce mot ? C'est
clairement ça. Ouais. Je pense que au moment où on est en couple, où on est dans la parentalité avec son partenaire, on est vraiment pris la tête dans le guidon des tâches domestiques, parentales, ménagères, et on néglige aussi une grande partie de sa vie professionnelle, mais aussi amicale, parce que depuis la plus tendre enfance, nous, en tant que femmes, on est quand même très fortement biberonnés à cet idéal de couple romantique où on sacrifie énormément de choses. Et c'est vrai qu'au moment des séparations, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté, et Francesca et moi, c'est qu'on redécouvrait un réseau amical qu'on avait peut-être un peu négligé pendant qu'on était en couple, parce qu'on avait juste pas le temps. Et ce qui a été très très touchant et émouvant, c'est de voir combien toutes ces personnes, beaucoup de femmes clairement, devenaient des soutiens indéfectibles, infaillibles au moment où on était dans des détresses assez impressionnantes. Est-ce que c'est principalement des amis qui sont célibataires comme nous, avec qui on va renouer? Est-ce que c'est les circonstances qui font que, ou est-ce que les amis qui sont encore en couple aussi jouent ce rôle? Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une nouvelle jeunesse et un retour de l'amitié quand on se sépare. Mais est-ce que ça marche aussi avec celles qui sont encore en couple? C'est un peu, oui, enfin, c'est vraiment très très général. D'accord. Il y a, moi, en ce qui me concerne, il y a vraiment eu des amis de toutes les générations et de toutes les situations maritales, si je puis dire, qui vraiment ont répondu présentes à l'appel de détresse que j'ai pu lancer à un moment donné. C'est vrai qu'il y a aussi des amitiés qui se nouent un peu à la faveur de ça. C'est vrai que il y a eu des conversations qui ont pu avoir lieu avec des mamans de la crèche ou des mamans de l'école avec qui on se rencontrait comme ça très rapidement le matin, l'après-midi quand on allait chercher des enfants, et qui soit avaient vécu des situations similaires, soit avec quelqu'un dans leur entourage, et qui du coup ont noué des relations beaucoup plus fortes à la faveur de cette situation, quoi. C'est un peu un paradoxe en fait. Le fait de se retrouver seul et dans une situation de vulnérabilité, ça nous rend presque plus empathiques. On est presque plus disponible peut-être aussi aux émotions des autres et à la rencontre avec les autres. Alors que c'est vrai que quand on est en couple, on a son petit bonheur plus ou moins intense, mais il y a un peu de ça. On se redécouvre, on revit d'une autre façon, non, seul. C'est dur, mais il y a cet aspect positif, non, de... Oui, pour nous, en tout cas, ça a été... on se plaît beaucoup à utiliser cette expression, un cadeau très mal emballé. Ouais. Parce que vraiment, l'emballage, il n'était pas top. Il a fallu passer par des étapes vraiment pas chouettes. Mais au final, oui, ça nous a permis de redécouvrir cette solidarité, cette sororité, si on veut l'appeler comme ça. Est-ce que ces deux mamans, c'est 100% vous? Ou alors vous avez dû grossir des traits ou modifier des histoires? Ou est-ce que tout est vrai là-dedans? On a quand même eu à cœur de raconter les choses de la manière la plus véridique possible, en tout cas de notre point de vue. Forcément, c'est notre point de vue sur la situation, mais dans ce qui relève de notre récit, de nos parcours, il y a quand même la plupart des choses sont complètement vraies. Après, on est aussi dans une œuvre, dans un roman graphique où on a parfois besoin de prendre des raccourcis, et ça c'est le propre de la fiction. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu à cœur de justement être droite dans nos bottes là-dessus, pour que ça crée pas de problème en soi, puisque je pense notamment avec nos anciens partenaires, parce que finalement c'est pas ça l'enjeu et le propos du livre. Donc vous avez quand même dû penser à ce qu'ils allaient penser en le lisant, non? Oui, fatalement. Petite revanche. Ça rentre. Non, je dirais pas revanche, et vraiment eux ils sont présents dans l'histoire parce que c'est le point de départ, mais c'est vraiment pas un livre qui traite d'eux. La séparation, c'est le point de départ. On revient aussi pas mal sur la construction déjà dans le couple, parce qu'en fait c'est dans le couple que s'installent toutes les inégalités, toutes les difficultés qui après vraiment explose en plein figure aux femmes, notamment quand il y a des séparations. Du coup, tout est vrai. Donc, Francesca, tu étais vraiment enceinte de 5 mois quand ton conjoint est parti? Oui, 6 mois. Voilà, à peu près, ouais. Donc ça, c'est quand même the déflagration. Ton mec t'annonce qu'il a rencontré Kelly, si je me souviens bien, c'est ça? Oui, bon, bien évidemment. Les noms ont été modifiés. Les noms ont été modifiés. Ça aussi, c'est banal et fréquent. Vous avez un peu été chercher d'autres histoires, ouvert un peu votre micro à d'autres femmes qui avaient pu vivre ça, parce que c'est quand même des choses qu'on entend. L'homme qui part pendant la grossesse, effrayé de cet enfant qui arrive. Oui, il y a ça. Il y a ceux qui partent peu de temps après une naissance. Il y a ceux qui partent quand les enfants ont 2-3 ans plus tard. Enfin, il
Les situations, elles sont très différentes. Mais après, il y a vraiment un dénominateur commun, si je puis dire, dans ce qu'on a pu entendre dans les histoires, effectivement, qu'on a entendues d'autres femmes. C'est que il y a une situation de très grande vulnérabilité et de précarité, qu'elle soit financière, sociale, etc., qui tombe en grande majorité sur les femmes. Ça a été vraiment ça, la découverte de cette séparation. Je reviens juste sur la grossesse. Vivre ça, enceinte, est-ce que le fait d'être enceinte oblige à refouler la tristesse pour se dire non, il ne me faut pas d'émotions négatives, la colère, la tristesse, est-ce qu'elles ont leur place quand on est enceinte ou au contraire, est-ce que on les refoule? Alors, est-ce que les hormones font tout exploser dans un feu d'artifice hormonal? Oui, c'est clair que les hormones n'aident pas. Moi, clairement, j'étais portée par cette... voilà, il y avait cet enfant à naître qu'il fallait un peu ménager. Alors, moi, c'est génial parce que j'ai eu plein d'injonctions et de remarques assez bizarres de non, mais il faut vraiment que tu te concentres sur cette grossesse, fais un beau bébé, etc. Bon, quand même aussi, je suis un peu à terre, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, on arrête de manger, on arrête de dormir pendant un moment. Ou alors, mais est-ce que tu crois que le bébé ressent ce que tu ressens? Je ne sais pas, il est à l'intérieur de moi. Donc oui, je pense qu'il ressent des choses. Mais oui, il y a eu vraiment ces besoins de tenir pour le bébé. En plus, j'avais un enfant qui avait à l'époque presque 4 ans. Donc voilà, quand on a des enfants, enfin un bas âge ou pas un bas âge, mais les besoins sont différents. On peut pas se laisser aller. C'est la même chose, Marguerite. Il y a cet enfant unique qu'il faut protéger, mais soit qu'on doit soigner. Comment on fait parce qu'on n'a pas le droit de s'empiffrer de Mars dans son canapé quand l'enfant rentre de l'école? Quand il dort, dans ces cas-là. C'est la difficulté. Et en même temps, c'est ce qui permet, je dirais, c'est ce qui nous donne, enfin, en tout cas, je pense que c'est le cas pour toi aussi, Francesca. C'est ce qui donne énormément de force, parce que ces enfants, ils ont rien demandé à personne et il faut quand même pouvoir prendre soin d'eux, être là pour eux. Il faut éventuellement pouvoir assumer d'être triste devant eux, le refouler, le cacher, c'est pas forcément toujours souhaitable et on peut pas forcément toujours le faire. Donc voilà, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est aussi mon fils qui m'a donné énormément de force et que j'ai réalisé que pour lui je me devais de me relever, d'être la plus heureuse possible, alors évidemment ça c'est pas forcément tout de suite, c'est des choses qui se font par étapes, mais j'avais quelque part ce devoir vis-à-vis de lui. En tout cas, j'avais très envie de pouvoir lui offrir une vie pas celle qui était prévue sur le papier, mais quelque chose de joyeux et où il voyait que sa mère allait bien. Peut-être que grâce à son enfant ou ses enfants, on se relève plus vite de la tristesse d'une séparation. C'est une théorie, mais je me dis que au moins on n'est pas seul. Au moins on n'est pas seul. Mais on a cette charge. Oui, ce qui peut être parfois compliqué quand on va mal, mais aussi c'est vrai que c'est un formidable moteur, les enfants, et ils peuvent tellement aussi désamorcer plein de situations avec leurs mots, leur bienveillance, leur empathie, ou complètement parce que ils sont eux-mêmes traversés par des émotions, parce que ils sont en colère, parce que voilà, refaire relativiser aussi sur plein de choses. Donc voilà, je pense que oui, se recentrer aussi pour ne pas être justement en boucle uniquement sur soi-même, quoi. Et c'est vrai aussi que la présence des enfants, je pense quelque part pousse aussi à aller chercher des relais ailleurs et donc à avoir tout un réseau pas rester enfermé autour de soi, parce que des fois on a aussi besoin de souffler un peu et de vivre ces émotions-là sans forcément envahir nos propres enfants. Vous disiez que vous aviez eu envie de ce livre aussi parce que c'est ce qui vous aurait manqué. Vous auriez aimé l'avoir. Qu'est-ce qui vous a manqué précisément? Visiblement, vous avez réussi à vous entourer. Vous détaillez beaucoup les démarches, toute cette charge mentale, administrative, les papiers, la CAF, l'école, ce qu'on appelle à tort encore pension alimentaire. Tout ça, l'idée de connaître ses droits, d'être informé. C'est cet aspect-là qui vous a manqué dans les moments difficiles? Cet accompagnement peut-être un peu formel, juridique, administratif? Oui, c'est vrai que, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui essaye d'être très organisé, et donc quand j'ai vu la masse de choses qu'il y avait à faire, je mesurais pas déjà toutes les choses qu'il fallait faire, et déjà je partais à un rendez-vous et tout de suite il faut que j'en prévoie un autre, donc c'est vrai que toute cette montagne administrative, si j'avais pas eu justement plein de personnes autour de moi qui me donnent des conseils, tiens, il faut surtout pas que tu oublies de faire ça, et va voir les impôts parce que c'est important, et est-ce que t'as
penser à aller voir un avocat pour connaître les droits, etc. C'est un peu tout ça, essayer de formaliser un peu. Et à l'époque, quand on s'est séparés, il n'y avait pas vraiment de quelque chose de formalisé. Là, j'ai l'impression que il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, la CAF, certaines caisses des allocations familiales mettent en place des parcours séparation. Ça peut aider. Voilà, il y a beaucoup de choses beaucoup de choses que vous détaillez et des personnes à aller voir, des choses à connaître. Et c'est fait de façon très légère. Donc l'information vient à nous, mais c'est très digeste. Donc j'avoue que ça doit aider beaucoup de mamans qui sont dans ce cas. Ben on espère, parce que c'est vrai que on a essayé de le mettre en forme, voilà, tel que ça s'est passé, parce que on peut être parfois un peu intimidé parce que cela représente. Moi, par exemple, et puis on ignore tout. Oui, on ignore tout. Et quand on m'a dit, est-ce que tu as pensé à aller voir une médiation familiale, parce qu'on n'arrivait pas forcément à communiquer sur des sujets importants. Et oui, mais du coup, comment ça se passe? Quand j'y étais, j'avais peut-être dans ma tête une représentation qui, au début, m'a laissé un peu désarçonnée. Donc, on s'est dit, voilà, on essaye de le mettre en forme. Et toi, par exemple, Marguerite, aussi avec le juge aux affaires familiales. C'est ça, oui. Moi, je me suis retrouvée face à la justice, pour plein de raisons. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, on ne sait pas, en fait, ce que c'est. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte aussi une fois que j'ai traversé ce moment-là et qu'en fait, j'ai eu des questions absolument de partout, de la part de tous mes proches, de toutes mes amies. Et c'est vrai que on s'est dit que c'était aussi un endroit pour raconter ça, parce que finalement, il n'existe pas de récit autour de ça. Et c'est des moments qui peuvent être vraiment vécu très violemment, parce que ça se passe pendant une demi-heure dans le bureau d'un ou d'une juge, dans une journée qui fait 8 heures, dans une semaine, dans un mois de travail, alors que nous, on joue vraiment, on joue sa vie, celle de ses enfants. Il y a des enjeux très forts. C'est vraiment dur, violent. D'un autre côté, ça peut permettre aussi de mettre des choses à plat, que des décisions soient prises parce que les parents arrivent pas à se mettre d'accord. Moi, je me suis rendu compte que c'était important d'être dans la mesure du possible entourée de conseils, d'avocats, d'avocates. J'étais dans une situation de grande précarité, mais encore aujourd'hui en France, on a vraiment accès à des aides juridiques, juridictionnelles, etc. Et ça, c'est important de le savoir aussi, parce que c'est vrai que ça peut être très effrayant, être un frein, mais c'est vrai qu'on avait aussi envie de parler de ça, parce qu'on méconnaît trop souvent nos droits, et on peut être amené à prendre des décisions sans savoir qu'on aurait pu avoir le droit de se maintenir dans le logement, par exemple, alors que c'est le partenaire qui a plus payé ou plus. Et ça, on le sait pas, en fait. Donc, c'est fondamental. Et c'est vrai que c'est des choses dont on voulait absolument parler, parce qu'il y a toutes ces questions qui se posent quand on est en situation de séparation. Donc, justement, sur l'histoire de la garde, c'est vraiment une BD très contemporaine, très moderne. Et pourtant, il y a ce chiffre sur la garde alternée qui est encore très peu pratiqué. Vous expliquez très justement que c'est un peu une solution de riche, que ça coûte cher d'avoir 2 maisons, chacun sa semaine, et que donc dans 88% des cas, les enfants sont en garde exclusive chez la mère, c'est-à-dire plus de 60% du temps, avec un droit de visite du père. Est-ce que vous pouvez essayer de nous résumer pourquoi ce système entretient encore beaucoup d'injustices qui retombent sur les mères, et pourquoi, très souvent, il avantage et déresponsabilise les pères? Je dirais que c'est la suite logique de ce qui se passe dans le couple, à savoir que souvent les pères, mais de manière pas forcément ni conscientisée ni volontaire, mais c'est eux qui sont les pourvoyeurs du plus gros salaire, parce qu'il y a des inégalités salariales, et le fait est que dans la majorité des cas, ce sont les hommes qui gagnent plus. Donc, c'est eux qui travaillent davantage, donc ils ont moins le temps de s'investir dans la cellule familiale, de faire des tâches domestiques. Ils aménagent moins leur temps pour les horaires des enfants. Exactement. Et là où la femme met beaucoup de choses entre parenthèses pour s'occuper de sa famille, et au moment de la séparation, elle a développé plus de compétences, elle sait, finalement, s'occuper seule ou pas de ses enfants, ça change pas grand-chose. Le père, lui, a jamais mis entre parenthèses son travail, et n'est pas forcément en situation de le faire, et donc de manière assez naturelle, et je mets des guillemets, c'est à la mère que revient cette charge-là, ce qui l'empêche du coup de trouver un travail à temps plein, ou le serpent qui se mord la queue. Exactement, c'est le serpent qui se mord la queue. Et la garde alternée, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que ça reste un phénomène
plutôt citadins, plutôt de gens qui ont un certain nombre de moyens, parce que, comme tu disais, il faut 2 maisons, il faut le double d'affaires, il faut être géographiquement proche aussi, il faut idéalement. être tous les deux assez indépendants financièrement en pouvant gérer ses enfants. Exactement. C'est très intéressant, cette partie dans votre livre est assez révoltant, mais c'est comme si tout ce qu'on avait cultivé, toutes les racines remontaient à l'aune de la séparation pour faire exploser l'inégalité. Alors qu'on peut avoir l'illusion que tout va bien quand le couple est encore ensemble. Mais c'est pour ça que vraiment, c'est pas dit texto dans le livre, mais vraiment c'est c'est sous-jacent, c'est politique, une séparation. C'est complètement politique. C'est-à-dire que se séparer au sein d'un couple hétérosexuel, ça a une dimension politique parce que, comme tu le dis, toutes les inégalités qui se sont mises en place insidieusement au sein du couple, qui sont pas forcément le fait des hommes, le fait des femmes. C'est des rôles dans lesquels on est mis, dans lesquels la société nous met, qu'on embrasse sans s'en rendre compte, sans les remettre en cause, qui viennent nous heurter de plein fouet au moment où on décide de se séparer, où on est quitté, enfin, quelles que soient les modalités, quoi. Ce serait quoi la première loi à changer ou à rédiger, à faire passer, si vous étiez dans les capacités de le faire? Vous avez une baguette magique de ministre. Il y a la question de la défiscalisation des contributions à l'éducation et à l'entretien des enfants. Donc la pension alimentaire, la fameuse pension alimentaire, qui... Nous, on ne le savait pas avant qu'on soit séparés, mais qui est quelque chose qui est fiscalisé aujourd'hui. C'est-à-dire que le parent qui la reçoit, 97% des cas, la mère, doit la déclarer comme un revenu, alors que le parent qui la verse, donc 97% des cas, le père, peut la déduire. Donc, pour la déduire de ses impôts, comme si on faisait don à une œuvre de bienfaisance. Alors qu'en fait, on contribue à l'entretien et à l'éducation. Donc voilà, c'est vraiment le nom propre de ses propres enfants. Il y a une proposition de loi qui avait été faite, qui est passée à l'Assemblée, qui n'est pas passée au Sénat. Mais voilà, et après, il y a aussi toute une série de mesures qui, pour justement essayer de réduire la précarité des familles monoparentales, qui sont en très grande majorité gérée par des femmes, qui avait été lancée, mais qui a été arrêtée par la dissolution et tout ce que cela a été entraîné. Mais il y a des députés qui essayent de se saisir de ce thème, en fait. Toi, Marguerite, tu aurais une autre loi à faire passer ? Oui, mais qui concerne plutôt les congés paternité, maternité, parce que en fait, moi j'ai l'impression que c'est vraiment... à la source. Je reviendrai à cette source-là. Bon, évidemment, avec la question des inégalités salariales, je pense que si déjà les hommes et les femmes étaient payés de manière égalitaire, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Mais au-delà de ça, le verre est dans le fruit quand d'un côté, il y a 16 semaines de congé maternité pour une mère salariée, de l'autre 4 semaines pour un père salarié. On dit 28 jours parce que comme ça a l'air plus important. 4 semaines, 16 semaines, 4 fois moins de temps pour le père. Comment est-ce qu'on développe des compétences égales dans ces cas-là ? Comment est-ce qu'on s'investit de manière égale dans ces cas-là ? Comment est-ce qu'on prend plaisir à s'occuper de ses enfants ? Comment est-ce qu'on décharge l'autre ? Comment est-ce que l'autre peut mener sa carrière ? C'est criant et on le voit, il y a des décisions, il faut une volonté politique pour mettre en place ça. Il y a évidemment les modèles scandinaves, mais on parle dans le livre de l'Espagne parce que c'est quelque chose qui a été mis en place en Espagne de manière beaucoup plus récente. Ça suppose de mettre de l'argent sur la table, ça suppose une volonté politique derrière. À égalité, hommes et femmes. Alors que c'est quand même un pays latin qu'on a toujours dit très macho, pire que nous. Là, voilà, on peut pas dire que c'est pas notre culture. Exactement. Et alors, c'est évident que tout n'est pas parfait, c'est sûr, et c'est un peu la blague. On a des copines suédoises parce qu'on a tendance à fantasmer le modèle suédois. Elles nous disent toutes alors calmos, les groupes WhatsApp, il y a que les mères dessus, n'idéalisons pas. On est dans une société patriarcale de manière globale, mais n'empêche que il y a un vrai effort et une vraie volonté de bouger quand même. Exactement, ouais. Et si déjà ça s'était mis en place, peut-être qu'il y aurait moins d'inégalités au sein du couple et on n'en arriverait pas à des situations où les femmes se retrouvent dans une précarité si importante et dans le couple et éventuellement si elles se séparent. Je reviens à votre histoire pour essayer d'orienter, donner un peu de baume au cœur à celles qui peut-être entrent dans cette période hyper difficile d'une séparation. Comment on peut décrire les différentes étapes de la séparation ? Je me souviens d'une de mes amies qui, il y a 2 ans, disait « Mais ça va se terminer quand ? À quel moment je suis ?» Quand elle était au fond du fond. Et donc,
Est-ce qu'on peut lister des étapes de la séparation ? Vous parlez de deuil et même de double deuil. Est-ce que on peut théoriser un peu ces moments-là pour se dire, ok, je vais m'attendre à ça, 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 et parfois ça fait du bien de se dire, bon, c'est le processus. Oui, effectivement, un double deuil. Ce sont des psys qui nous l'ont dit à différents moments, à l'une et à l'autre. Donc déjà, quand on se dit, bon, il y a un deuil à faire, on sait que ça prend quelques années. Quand en plus on nous dit un double deuil, c'est effectivement, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Vraiment, plein d'étapes qui surviennent pas forcément dans un ordre linéaire, mais des fois, on est vraiment submergé par différentes étapes en même temps. Vraiment, il y a de la sidération au début. On s'y attend pas. On pense que non, c'est pas possible, ça, c'est pas vrai. Il y a aussi toute une phase où on a, avant de vouloir en parler à tout le monde pour essayer de comprendre, on n'en parle pas. C'est Marguerite, toi, tu le montres bien. Tant qu'on n'en parle pas, on a l'impression que ça n'existe pas. Donc la sidération, la culpabilité. Je pense qu'on est tout traversé à un moment donné, qu'on décide de quitter ou qu'on soit quitté. La culpabilité de se dire, mais pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi j'ai raté mon couple, ma vie de famille, etc. La colère. Quand après, on commence à comprendre ce qui s'est passé, si en plus il y a eu des tromperies, des trahisons, etc., c'est violent. Donc, il y a une phase quand même très saine de colère à traverser, mais voilà, à traverser sans forcément taper sur l'autre. Il faut laisser passer ces émotions-là sans forcément trop se focaliser dessus, parce qu'après, on reste trop centré là-dessus. Et là, pour le coup, on a vraiment du mal à s'en sortir. Et les copines sont là pour ça. Les copines sont là pour ça. Et donc, il y a des techniques, des petits tips très salvateurs qu'on a essayé de rendre aussi dans le livre. C'est, par exemple, quand on a envie de insulter très violemment son conjoint, justement, de ne pas le faire, parce que c'est la meilleure manière pour couper court aux discussions. Et quand même, dans une séparation, on a besoin qu'il y a un canal de discussion ouvert pour discuter des sujets pratiques, de la garde des enfants, etc. Enfin, des enfants, s'il y en a un garde, etc. Et donc, de créer un groupe WhatsApp ou une conversation avec sa copine. Donc, nous, on l'avait appelé, je me rappelle plus, urgence, besoin d'insulter son ex. Où, en fait, on écrit à la copine le message plein de fiel et d'insultes qu'on aurait voulu envoyer à son coparent qui, à ce moment-là, nous fait sortir les yeux de la tête, quoi. Et après, on fait la version... Et après, on fait la version factuelle. Vous le faites il y a une planche là-dessus dans votre livre qui est très marrante. Ce que tu voulais envoyer, ce que tu vas envoyer et pourquoi. Tu as l'air beaucoup et ton image est restaurée et bien plus, bien meilleure. Le message que tu envoies est bien meilleur quand déjà, c'est un message qui peut être entendu. Déjà, qui peut être lu et compris. Mais alors que, bon, on le dit, la colère, c'est salutaire. Mais il faut essayer de trouver d'autres exutoires, d'autres cadres pour la faire sortir, quoi. Alors après la colère, quand est-ce qu'on commence à se reconstruire ? Quand est-ce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie ? C'est une bonne question. Moi, je ne saurais pas forcément la dater à un moment précis. J'avais plein de copines qui me disaient, mais tu vas voir, dans 2 ans, tu vas en rigoler, etc. Ça a peut-être pris un peu plus de 2 ans, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, donc ça n'a pas été une période facile. Déjà, quand on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. C'est-à-dire de redécouvrir des espaces amicaux, des sorties avec les amis. Après, en fonction du mode de garde qu'on a, si on est en garde alternée, on se retrouve à avoir beaucoup de temps pour soi, qui au début peut être complètement vertigineux, complètement... ça peut faire peur, quoi, parce que vraiment, on se retrouve avec des semaines ou des journées entières avec apparemment. Voilà, avec des chambres vides, etc. Mais après, quand on arrive à dépasser ce cap, et on se retrouve avec un sacré paquet de temps pour soi, pour renouer avec des activités qu'on avait dû mettre de côté avant, se trouver de nouvelles passions, etc. Donc ça, c'est très précieux. Et déjà, je pense que quand on arrive à s'apercevoir de ce moment-là, on se dit, tiens, là, ça y est, j'ai repris un peu le pied et j'ai repris le contrôle. Le contrôle de la situation. Oui, c'est ça. J'ai l'impression quand tu arrives à apprécier des moments, quand tu arrives aussi à moins penser. Enfin, je sais pas toi si ça t'avait fait ça, mais moi j'étais vraiment très fort dans les pensées autour de mon ex-partenaire. Enfin, j'y pensais vraiment trop souvent et trop longtemps dans la journée. Et c'est vrai que il y a un moment, on constate que tiens, aujourd'hui j'ai un peu moins pensé. Tiens, j'ai pleuré que 5 fois aujourd'hui. Et il faut, je crois, se féliciter. Fêter chaque petite victoire. Exactement. Chaque petite victoire, c'est quelque chose dont on peut être fier, parce que oui, c'est pas simple, mais il y a toujours de quoi se réjouir, même dans une journée complètement merdique. Et je pense que c'est aussi comme ça que on va mieux, avec des toutes petites choses comme ça qui peuvent
au fur et à mesure, c'est des tout petits cailloux, mais qui font que on s'éloigne petit à petit de ce gros bourbier. La devise de mon ami, c'était un jour à la fois. Je me projette pas à plus de 3 jours, sinon je saute par la fenêtre. C'est un peu comme les alcooliques anonymes qui disent ça un jour à la fois, mais c'est vrai, c'est très vrai. Ça sert à rien de se projeter dans 10 ans. Sinon, je vais finir seule, dévorée par mes chats. Exactement. C'était chaque jour suffit sa peine. Ouais. Une expression comme ça. Et est-ce que toi, tu aurais un conseil très précieux pour les mamans qui sont un peu en train de vivre ça? C'est un bon conseil de fêter chaque amélioration, d'essayer de voir ce qu'on arrive à faire et qu'on n'arrivait plus à faire. C'est kiki, hein. Ça n'a pas besoin d'être. Après, c'est la méthode Coué, en fait. Ouais, nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait avec Marguerite. On s'était trouvé un petit rituel où chaque semaine, il fallait qu'on s'envoie la même journée un petit message pour se dire, aujourd'hui, je suis super parce que j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire cela. Vous êtes coaché, en fait. Oui, on s'est un peu coaché en fait, et c'est vrai que du coup, comme on était un peu entre guillemets obligés à faire ça, on s'est donné vraiment ce rendez-vous. Et moi, ça m'arrivait d'arriver à des semaines où je savais pas quoi écrire parce que non, mais en fait, j'ai rien fait. Elle me saoule avec son truc. Non, on arrivait vraiment à trouver. Enfin, je pense qu'on a jamais raté. Une semaine. Un rendez-vous. Et ça permet justement de porter un autre regard, un autre regard sur soi et dire c'est peut-être une petite chose, mais en fait, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Quelque part, nous, notre plus belle réussite aussi avec ce livre, on se connaissait à peine de la crèche ou un petit peu, on s'appréciait, mais on se serait perdu de vue. Et en fait, nos séparations nous ont fermement mises sur le chemin d'une de l'autre. On est devenus très proches, très amis. On part ensemble en vacances avec nos enfants. Nos enfants... C'est un sujet aussi, les vacances. Bien sûr. Ouais. Continuent de se voir, de grandir ensemble. Nous, on se voit tout le temps. Et puis, il y a ce livre qui existe. Ouais. Alors que, je pense que si on revenait... 5 ou 6 ans en arrière, on n'aurait pas imaginé une seule seconde où ça allait nous mener. On est hyper fiers et heureuses de tout ça. Et je crois que ça peut paraître très paradoxal, mais on se le dit, on se l'est dit suffisamment de fois, mais pour rien au monde, on voudrait que ça se soit passé autrement. C'est ça qui est fou, en fait. Ça, c'est fou. Finalement, vous êtes plus heureuse. Oui. Comme ça. Ouais. Ça a été, on a dû traverser plein d'épreuves, plein d'émotions, mais non, au final, on aime la vie qu'on a. Est-ce que tu as été accompagnée le jour de ton accouchement, justement ? Oui. Et j'ai été accompagnée par une amie très proche qui vraiment a été présente avec moi parce que j'accouchais à maison de naissance. Donc c'était c'est important d'avoir quelqu'un. Ouais, c'était important. Oui, il fallait vraiment avoir quelqu'un et je savais pas trop comment ça allait se passer, etc. En plus, j'apprenais beaucoup parce que les accouchements à maison de naissance, c'est pas des chambres médicalisées, donc on est un peu dans une chambre comme dans un appartement en fait, comme dans la chambre d'un couple. Et ça, j'appréhendais beaucoup et le hasard fait bien les choses. Mon fils, il est arrivé tellement vite que les chambres étaient occupées et j'ai accouché dans la salle de yoga de la maison de naissance, entourée donc de ma copine et des sages-femmes qui étaient présentes. Et je savais qu'il y avait toutes les amies derrière qui avaient eu le message, qui étaient vraiment en train C'était un beau moment. D'envoyer plein de... Donc ça a été un grand moment de sororité aussi, et de puissance. Ouais. Accouchement physio totalement. Ouais. Bravo. Donc là aussi, la puissance des liens et des amitiés et des femmes entre elles. Ouais. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de la BD, ça s'appelle La Révolte des mères de Marguerite Desgy et Francesca Fattori avec les illustrations d'Audrey Lagadec qui sont super et qui sont tellement drôles. On peut avoir l'air de plomber l'ambiance, mais cette BD est vraiment drôle, qu'on soit séparés ou pas. La Révolte des mères aux éditions de l'Iconoclaste. Donc c'est un roman graphique et je vous le conseille à offrir aussi à toutes les mamans qui en ont besoin. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.